Chers mesdames, messieurs, je suis ravi de vous voir si nombreux venir m'écouter pour parler de Charles Monselet. Je voudrais tout de suite, en préambule, vous dire que si j'ai choisi Charles Monselet, c'est parce que depuis toujours, je dirais, ce qui est un peu excessif, parce que depuis très longtemps, je me suis toujours intéressé au rapport qui existe entre la littérature et la gastronomie, et d'une façon plus générale aussi les rapports entre la gastronomie et la philologie. Je me suis toujours posé des questions s'agissant à comprendre pourquoi on utilise tel ou tel mot pour un mets, pour un plat, d'où vient ce terme, pourquoi est-ce qu'on emploie un mot qui sort de l'ordinaire pour désigner une préparation culinaire, etc., etc. Et chaque fois que je lisais, et Dieu sait que j'ai lu des livres, je m'attardais lorsqu'il y avait la description d'une scène de repas, lorsqu'il y avait un mot un peu curieux dans les romans souvent régionalistes. Je me disais, tiens, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi ça? Donc, je prenais des notes et je m'intéressais beaucoup à tout ce jargon, parce qu'au fond, c'en est un. Il y a un jargon culinaire, de la même façon qu'il y a un jargon dans le monde de la politique, dans le monde de la science, dans le monde de la médecine, etc., etc. Et alors, une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à Monselet aussi, vous allez vous en rendre compte à travers mon propos, c'est que j'ai toujours été intéressé par ce qu'on appelle justement les petits maîtres. Certains trouvent qu'il y a là une résonance péjorative à petit maître, mais quand je dis petit maître, c'est une façon de parler que justement Monselet a inauguré au XIXe siècle, consistant à opposer des auteurs de grande qualité à quelques géants de lettres. Ces petits maîtres, Monselet un petit maître par rapport à Balzac, par rapport à Flaubert, par rapport à Zola, par rapport à tous Victor Hugo, par rapport à tous ces grands noms de la littérature. Et Dieu sait si les auteurs de ce type sont nombreux et, à mes yeux, souvent intéressants. Et depuis toujours, depuis ma plus tendre enfance, je me suis toujours intéressé à des auteurs, je dirais, un peu marginaux, des auteurs méconnus, des auteurs mal connus, en me demandant pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas étudiés, pourquoi ils n'étaient pas recensés, pourquoi ils n'étaient pas conseillés au collège, à l'université, etc. Donc ça fait partie de mes dilections personnelles, l'intérêt que je porte au petit maître de la littérature. Et c'est un sujet qui m'a inspiré plusieurs ouvrages. Je viens de publier un livre qui s'appelle Dictionnaire des écrivains gastronomes, qui réunit 120, 130 écrivains, aussi bien des gens extrêmement célèbres, justement comme Balzac, Zola, Dumas, Simon, que des auteurs tout à fait méconnus ou mal connus, mais qui, à mes yeux, dans le sujet que j'ai abordé, donc le rapport entre littérature et gastronomie, offre un réel intérêt. J'ai aussi publié il y a quelques années un dictionnaire de la gastronomie, la cuisine belge, où justement j'ai fait des recherches sur l'origine de toute une série de termes qu'on emploie chez nous, ou des préparations qui sont originales, et d'où viennent-elles, et comment ont-elles vu le jour, et dans quelles circonstances. On va au restaurant, on commande un Waterzooi, mais personne ne se pose la question de savoir quand le premier Waterzooi a été proposé par un chef cuisinier dans un restaurant, etc. Donc tous ces sujets m'ont passionné, et j'ai publié aussi, il y a à peu près un an maintenant, un petit livre qui s'appelle Boire et manger, avec Baudelaire, Verlaine et Rimbaud, qui sont les trois poètes majeurs de la littérature française de la fin du XIXe siècle, pour voir comment ces grands écrivains abordaient ce sujet et comment il était traité dans leur poésie essentiellement, et un peu aussi dans leur vie personnelle. Donc, il y a des écrivains qui sont des grands gastronomes et qui n'écrivent pas du tout sur la gastronomie. Et puis, il y a des écrivains qui, eux, sont réputés pour être des grands gastronomes, mais qui en réalité ne le sont pas. C'est souvent le cas de chefs. Nous en parlions l'autre jour avec
personnes qui étaient ici dans la salle ont été frappées par le fait que la plupart des grands cuisiniers de l'histoire de la cuisine sont des gens qui ne boivent pas et qui ne mangent pas. Antonin Carême, pour prendre un cas, il mangeait quasiment pas, il prenait un tout petit verre d'eau, il prenait pas de vin. Et Dieu sait, ou même Grimaud d'Araignère, enfin des gens si célèbres, Brillat-Savarin, tous ces gens-là, contrairement à ce qu'on peut voir, étaient des gens abstèmes, qui mangeaient très peu, mais qui écrivaient d'une manière extraordinaire sur la nourriture et sur la boisson. Donc voilà, donc tous les cas sont possibles et imaginables, et c'est à travers ce dédale de thèmes, de sujets, et Dieu sait si la gastronomie, la cuisine et la littérature offrent des possibilités considérables, que j'ai fait une petite étude sur Charles Moncelet, qui est peut-être le préambule à des études sur d'autres auteurs que j'ai abordés dans mon dictionnaire. Il est certain, par exemple, que le dictionnaire dont je vous parle, ce dictionnaire comprend des articles qui font 3-4 pages, mais il est certain que sur certains d'entre eux, la plupart d'entre eux, on pourrait faire 40, 50, sinon un livre entier. Balzac à table, on pourrait faire un livre de 200 pages. Simenon également, et puis même les auteurs un peu moins connus, mais de très grande valeur comme Huysmans, on peut faire des pages entières. Donc dans mon livre, au fond, je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Et Moncelet, dont je vais vous parler, figure également forcément dans ce dictionnaire, mais il fait à peine 3 pages. Or, s'il y avait 3 pages, on en aurait déjà terminé, et je vous remercierais d'être venu. Ce n'est pas le cas. Je vais aborder avec vous cet auteur que j'aime énormément. Marcel Proust a fait, on le sait, une différence importante entre l'écrivain à sa table de travail et l'écrivain dans sa vie de tous les jours. 2 mois presque inconciliables. Il s'en est pris, mais sans être catégorique sur le sujet, il s'en est pris à la méthode critique de Sainte-Beuve, qu'on considère, je crois qu'à raison, comme le plus grand critique littéraire du XIXe siècle, à la méthode de Sainte-Beuve consistant à voir dans l'œuvre d'un écrivain le reflet de son existence et à tenter d'expliquer en fonction de ce qu'il a vécu, de ce qui lui est arrivé depuis sa prime jeunesse, méthode qui apparaît surtout dans ses portraits littéraires, un genre dont Sainte-Beuve est l'inventeur. Par contraste, Proust, lui, préférait l'analyse formaliste et peu lui importait de savoir quelles étaient les raisons personnelles pour lesquelles un auteur avait entrepris d'écrire tel ou tel de ses livres et à quels événements de son existence il correspondait. D'où une boutade qui est devenue célèbre: l'homme qui fait des vers et qui cause dans un salon n'est pas la même personne. Cette boutade, en fait, est une sorte d'anticipation, un avertissement qu'il adressait à ses futurs lecteurs, parce que quand il a écrit ses notes sur Sainte-Beuve, il n'avait toujours pas écrit La recherche du temps perdu, par anticipation pour montrer qu'il n'était pas, lui, le héros de la recherche, ce qu'il est évidemment. Il a d'ailleurs, Proust a d'ailleurs été extrêmement sévère à l'égard de Sainte-Beuve. Il a dit ceci: aimer Sainte-Beuve, ça figure dans ses carnets, aimer Sainte-Beuve, c'est sans doute aimer dans le monde ce qui perce de ridicule, ce qu'il y a de niais dans la fatuité de Lamartine, d'indélicat dans l'égoïsme de Cousin, de risible dans le poète Vigny. Point de vue qui rejoint d'ailleurs celui d'un autre géant des lettres modernes, James Joyce, qui, dans le portrait de l'artiste en jeune homme, qui était publié en 1916, et dont la traduction française est tardive, 1943, fait dire à un de ses personnages: comme le dieu de la création, l'artiste restera en deçà, en retrait, au-delà ou au-dessus de son œuvre, invisible
comme évacué de toute existence. Il aura, cette phrase est magnifique, il aura l'indifférence de celui qui se taille les ongles. Si Sainte-Beuve, et on pourrait d'ailleurs, rien que sur ce sujet, il y a moyen de faire une longue allocution, je pourrais vous faire une prochaine fois une dissertation sur ce sujet, parce qu'on peut penser aussi à Stendhal, qui disait qu'il était présent dans tous ses livres, que son moi, son ego était présent dans tous ses livres. On peut penser à la fameuse phrase de Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Les nombres d'exemples sur ce sujet de savoir est-ce qu'un écrivain est présent dans son œuvre, est-ce qu'il s'y cache, est-ce qu'il s'y dissimule. On pense aussi à Oscar Wilde. Enfin, les exemples, les réflexions sur ce thème sont absolument innombrables et mériteraient des développements extrêmement abondants. Si Sainte-Beuve s'est souvent trompé, s'il a eu des jugements discutables et des fautes de goût, pour reprendre le terme de Proust à son égard, s'il n'a pas compris grand-chose à Stendhal, justement, et au génie poétique de Charles Baudelaire, à ce qu'il a lui-même appelé sa folie, par parenthèse, il était très lié à Baudelaire, mais il n'a jamais écrit une seule ligne dans ses lundis, ses célèbres lundis sur... en privé, il le considérait comme le plus grand des poètes de son temps, mais publiquement, et lorsqu'il s'agissait de faire un article, il n'en parlait jamais. Si Sainte-Beuve a comparé le style de Chateaubriand au bas breton, s'il a tenu Gérard de Nerval pour, je cite, un commis voyageur de la littérature, et s'il a, par exemple, préféré Fanny d'Ernest Feydeau, qui est le père du célèbre Georges Feydeau, s'il a considéré, il a préféré Fanny d'Ernest Feydeau à Madame Bovary de Flaubert, Fanny est sortie quelques mois, quelques semaines à peine avant Madame Bovary, et il y a eu un succès considérable, et qui a rencontré un succès non seulement considérable, mais qui a été réédité à d'innombrables reprises au XIXe siècle, avant de tomber complètement dans l'oubli. Proust se garde de dire que Sainte-Beuve a beaucoup parlé et traité des écrivains qu'il appelait lui-même des méconnus, des oubliés, c'est la terminologie, des oubliés et des dédaignés, dont les œuvres ne se révèlent précisément en profondeur qu'à travers une véritable enquête biographique et d'une minutieuse enquête psychologique et morale. Il aime les cas humains représentés à vif, selon son propre vocabulaire, considérant que toutes les œuvres d'art sont en premier lieu des témoignages et quelquefois des confessions. Ce que résume cette déclaration sans équivoque aucune à propos de Chateaubriand en 1862, la littérature, la production littéraire n'est point pour moi distincte, ou du moins séparable, du reste de l'homme et de son organisation. Je puis goûter une œuvre, mais il m'est difficile de la juger indépendamment de la connaissance de l'homme même, et je dirais tel arbre, tel fruit. L'étude littéraire me mène ainsi tout naturellement à l'étude morale. 2 ans plus tard, et cette fois dans un article sur Émile Deschanel, qui était lié au président Deschanel, il précise le sens de sa démarche et proclame « Le critique littéraire ne saurait devenir... la critique littéraire ne saurait devenir une science toute positive. Elle restera un art très délicat dans les mains de ceux qui sauront s'en servir. » Et Sainte-Beuve en parlait avec d'autant plus de connaissances qu'il avait lui-même entrepris des études de médecine, et il avait étudié pendant 4 ans à la Sorbonne, et avait été nommé d'ailleurs externe de l'hôpital Saint-Louis, et il savait de quoi il parlait lorsqu'il faisait la distinction entre art et science. Dans le Constitutionnel, qui est un journal de l'époque,
Sainte-Beuve a écrit un long article sur Charles Monselet. Alors on y arrive à mon Monselet, lequel est né à Nantes le 30 avril 1825, où une rue aujourd'hui porte son nom, et est décédé à Paris le 18 mars 1888, où une autre rue aussi porte également son nom dans le 19e arrondissement. Je vois que tu opines, tu connais sûrement la rue Monselet à Paris. Alors il semblerait aussi, il y en a, je n'ai pas fait une enquête, mais il semblerait que plusieurs autres villes de France, dans plusieurs autres villes de France, il existe des rues Monselet, notamment, d'après ce que j'ai pu constater, à Bordeaux et à Rennes. Cet article de Sainte-Beuve sur Monselet est ce que je qualifie d'aimable, exprime ce qu'a été la physiologie littéraire de Charles Monselet, qu'il présente comme un érudit et bibliophile, et de bonheur, dit-il, attaché à des écrivains plus cités que connus. Un petit maître, voilà la notion qui intervient pour la première fois, un petit maître, une race d'auteurs que Sainte-Beuve aimait beaucoup, et à laquelle il a consacré des études importantes. Alors, je ne vais pas vous citer ici tous les noms des écrivains que Sainte-Beuve a traités dans ses portraits littéraires. Presque tous sont aujourd'hui méconnus. Il y a, entre autres, un qui est connu pour les Bruxellois parce qu'il est enterré ici, c'est Jean-Baptiste Rousseau. Vous savez où il est enterré, Jean-Baptiste Rousseau? Non, il est ici à l'église du Sablon. Voilà, tout le monde dit que Rousseau se trouve ici à Bruxelles. En fait, c'est Jean-Baptiste. Non, pas Jean-Jacques. À cette date du 24 avril 1865, donc, Sainte-Beuve n'hésitait pas à considérer quelques-uns de la trentaine des livres que Monselet avait déjà publiés depuis son premier recueil de vers, en 1842, comme d'authentiques petits chefs-d'œuvre, tous liés selon lui au caractère même de l'auteur, à ses goûts, ses passions, ses envies, ses dadas, si ce n'est ses idées fixes. Alors, je vais citer quelques lignes, mais je ne vais pas vous embêter avec les considérations de Sainte-Beuve sur Monselet, mais à travers ses propos, on sent une réelle adhésion. Il aime chez Monselet la gaieté, il aime chez Monselet l'observation fine, la sensualité spirituelle, une belle expression, la malice et la bonne humeur, ce qui faisait le fond de cette nature française, dit-il. Le fond de la nature française a véritablement triomphé avec l'œuvre de Charles Monselet. Alors il dit que Monselet a une qualité précieuse, il est dans la veine française, mot dont on abuse et qui est vrai pour lui. Piquant et naturel, il est un auteur de bonne aloi, sa façon d'écrire est nette, vive, claire, il n'a jamais été dupe dans sa vie, ni de la couleur, ni de l'emphase en littérature ou en politique, etc., etc. Il joint, dit-il, un sens de la raison, un avis à la fois ferme et résolu. Il a une vertu au moins, il aime son métier et il le considère comme un but et non comme un moyen. Le goût des livres et de l'érudition semble vouloir prendre le dessus en lui avec les années, dit-il, et c'est bon signe. Alors il termine en disant que Monselet, selon lui, procède de Rabelais, de Molière et de Balzac, rien que cela. Mais il ne les prend qu'à petite dose, dit-il, de façon à faire tenir ces trois géants dans une bouteille de vin de champagne. Son rire est franc, son épigramme me fait saigner que l'épiderme, et ceux dont il s'amuse sont prêts, j'en suis sûr, à s'amuser avec lui. Il excelle à exagérer la vérité en restant vrai, à dessiner des caricatures qui sont ressemblantes, à improviser des œuvres d'art, à se servir du vers grossissant de la comédie, seulement au lieu de l'employer en entier, il le casse en petits morceaux et l'applique aux détails, mais des morceaux, tous ces morceaux en sont bons. Alors vous voyez, tout à l'heure, lorsque je développerai, je m'attarderai quelque peu sur certaines œuvres de Monselet, vous comprendrez que Sainte-Beuve n'a pas eu tort. Il y a d'autres
d'autres occurrences sur Monselet dans l'œuvre de Sainte-Beuve. Dans l'œuvre de Monselet, pardon, je ne vais pas vous les détailler. Monselet a l'esprit le plus net, le plus fin, le plus naturel, etc., etc. Et des passages d'un autre article du même article constitutionnel laissent montrer qu'il compare Charles Monselet à un autre écrivain que moi j'aime beaucoup, qui est aussi ce que j'appelle un petit maître, qui est Charles Naudier, qui écrit énormément d'ouvrages anecdotiques sur les petits écrivains de son époque. Et il le compare à Charles Naudier, et il dit qu'il est aussi un très grand écrivain gastronome, et on y arrive, sans doute le plus fameux de son époque, avec Alexandre Dumas. Alors cet éloge sur le gastronome qu'est Charles Monselet a été fait également par d'autres écrivains. Par exemple, un auteur dont le nom n'est peut-être pas familier, qui s'appelle Hippolyte Babou. Alors Hippolyte Babou, je le cite, pourquoi? Tout simplement parce que c'est lui, figurez-vous, cet aulistre inconnu, qui a trouvé le titre « Les fleurs du mal ». C'est lui qui a proposé à Baudelaire d'intituler son recueil, qui n'avait pas vraiment de titre à ce moment-là, de l'intituler « Les fleurs du mal ». Et Charles Babou, d'ailleurs, est un auteur, aussi un de ses petits maîtres que j'aime beaucoup, et il a surnommé Monselet le critique bouffe. Pourquoi pas? Alors que un autre petit maître, vous allez voir que mon propos tourne beaucoup autour de ce genre-là, qui est Alfred Delvaux. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, qui s'écrit AU, il n'y a pas de X comme le cinéaste ou le peintre. Alfred Delvaux a dit que Monselet était une fourchette d'or et une plume d'argent. C'est une évocation qu'il avait faite dans un de ses livres, ce qui n'a pas empêché, dans un autre ouvrage, de considérer, et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, que Charles Monselet était également un personnage perfide. Le même Alfred Delvaux rapporte dans un de ses pittoresques et amusants Heures parisiennes, cette phrase que je vous lis: « Quand Monselet n'est pas prié à dîner par quelque mécène de la finance ou par quelque fastueux provençal ami des littératures, il daigne honorer de sa présence, toujours salué par des vivats, le cabaret d'Édouard, dit le restaurant des lettres. » Alors il s'agit ici d'un des innombrables, il y a aussi le sujet d'une conférence très longue que je poserai là-dessus, d'un des innombrables cabarets littéraires qui fleurissaient à Paris au milieu du XIXe siècle. En l'espèce, c'était le cabaret d'Inochaud, qui était, selon le personnage d'Inochaud, qui avait toujours le cheveu frissotté et la figure émerillonnée. Vous reconnaissez quand même que c'est très joli de décrire de cette façon. Plus personne n'a aujourd'hui une figure émerillonnée. Et dans le cabaret était situé au cœur de Paris, au coin de la rue Bréda, qui est devenue entre-temps la rue Henri Monnier, et de la rue de Navarin. À ce cabaret, dit-il, il en a vu passer des célébrités, il a réuni en grand nombre d'éloquents diseurs de rien, des gens de plume et de brosse, des fils d'Apollon, rarement frères. Nous y sommes tous venus, petits, grands, classiques et romantiques, amis et ennemis, de toutes les buvettes artistiques et littéraires avec lesquelles les hasards de la vie m'ont forcé de faire connaissance. C'est celle où l'on sait le plus s'occuper des choses aimables. Et plus loin, Alfred Delvaux note que le public aime surtout en Monselet, qui fréquente volontiers vers 2 ou 3 heures du matin le Hills Taverne, qui est un autre établissement très couru à l'époque, cabaret plus parisien que britannique, comprenant une douzaine de cabinets particuliers, et qui est un des piliers du noctambulisme, comme Charles Baudelaire, Gustave Courbet, Nadar, etc., et ici toute une série d'autres noms, y compris celui de mon cher Hippolyte Babou, que j'ai lu et que je vous invite à découvrir. C'est un auteur qui n'est pas du tout dénué d'intérêt. Encore faut-il trouver ses livres, ce qui est absolument impossible, sinon à payer des prix fous sur Amazon. Au cas où ça vous intéresse, je pourrais vous donner quelques conseils à ce propos. Où en étais-je? Ah oui, pour vous parler de mon cher Babou, et de vous dire aussi que, parallèlement à
à ces considérations sur Moncelet, on doit à Alfred Delvaux un propos proustien avant la lettre que je vous livre, qui figure toujours dans ce même ouvrage, donc dans les heures parisiennes. Pour juger sainement d'un écrivain, il ne faudrait jamais le connaître. L'homme fait souvent tort à ses œuvres, et quelquefois aussi aide à les faire accepter. Alors il ajoute, à propos d'un auteur, je me serais humilié de citer son nom, « Comment voulez-vous que je reconnaisse du génie à celui que j'ai vu tout petit et qui mettait toujours ses doigts dans son nez ?» Je trouve ça tout à fait juste, parce que on a parfois tendance, nous les écrivains, les auteurs, à juger l'œuvre d'un écrivain, d'un autre, en fonction de son physique, de ce qu'il est, de ses tics, de ses manies, etc. Alors ici, il dit, comment voulez-vous que j'apprécie, comment voulez-vous que je reconnaisse le génie à celui que j'ai vu tout petit et qui mettait toujours ses doigts dans son nez, et comment voulez-vous que je ne reconnaisse pas du talent à celui-là dont la physionomie est un caractère loyal et charmant. Voilà le double inconvénient, le double écueil où vient se briser l'impartialité. Et je crois qu'il a tout à fait raison. En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que cette considération a un réel poids. Il existe, dira d'ailleurs Moncelet de son côté, plusieurs types de noctambules dans la préface d'un ouvrage qui s'appelle Paris Anecdote. Il lit à propos d'un autre petit maître aussi, qui porte également un nom absolument charmant, à mes yeux en tout cas, il s'appelle Alexandre Privat d'Anglemont. Reconnaissez que rien qu'avec un nom pareil, vous avez envie de savoir ce qu'il écrit. Eh bien, cet Alexandre Privat d'Anglemont a écrit un ouvrage qui s'appelle Paris anecdotique, qui est absolument passionnant et qui décrit, il y a plusieurs Français ici dans la salle, qui décrit toute une série de métiers qui ont complètement disparu, des petits métiers qui sont absolument savoureux et des lieux qui étaient fréquentés par les Parisiens au milieu du XIXe siècle et qui mériteraient d'être célèbres. Il évoque entre autres, il y a des pages entières sur tous les cafés littéraires et les salons où se rencontraient. En même temps, ces lieux de rencontre, ça paraît normal, c'est l'époque où il n'y avait quasiment que ça. On allait dans les salons, on allait dans les cabarets, on allait à l'opéra, mais ça, l'opéra était réservé à une certaine élite. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de cinéma, et les théâtres étaient quasiment tous bondés. D'ailleurs, la plupart de ces cafés, c'est quand même très frappant dans les enquêtes que j'ai pu mener, la plupart de ces cafés célèbres se trouvent toujours très près des théâtres. C'est vrai, hein, ils sont souvent adossés ou tout. Et c'est pas le sujet ici, mais certains noms de plats, je fais une petite digression, certains noms de plats portent la crêpe Suzette par exemple, vient du fait qu'un personnage dans une pièce de théâtre de Victorien Sardou s'appelait Suzette et qu'après la première, ils ont été fêtés le succès de la pièce dans un café tout à côté et que le chef a préparé une crêpe spécialement pour le personnage de Suzette. Et c'est comme ça que ces noms se sont... Alors il y a énormément de cas de ce type qui sont extrêmement amusants à découvrir. Le problème, c'est que malheureusement, sur l'immense majorité de ces noms de plats, on ne sait pas, on ne connaît pas les origines. Je veux bien donner une exception. Pour sa part, Jules Barbet d'Aurevilly écrira dans Le Nain jaune que Moncelet est un homme sympathique, souriant, aimé de tout le monde et dont chacun dit un peu trop, un terme tout à fait propre à l'ami Barbet d'Aurevilly, camaradesquement. Je ne crois pas que c'est du français, ça, camaradesquement. Pourquoi pas? Camarade est-il un adjectif? Il y a des philologues parmi nous qui pourraient me répondre. Bon, camaradesquement, ce que j'appelle en littérature, cet esprit ailé, est-il écrit, est un sagittaire de la fourchette. L'année suivante, un autre auteur
moins intéressant, qui s'appelle Eugène de Mirecourt. Alors, ce Eugène de Mirecourt n'avait rien d'aristocratique, il s'appelait tout simplement Jean-Baptiste. Tiens, il y a encore un Jean-Baptiste. Il s'appelait Jean-Baptiste Jacot, mais sa plume, c'était Eugène de Mirecourt, c'est beaucoup d'allure, je trouve. Il disait que les dizaines de monographies et de livres de poèmes qu'avait écrit Monselet étaient le plus joyeux et le plus charmant d'écrivains de ce siècle. Viveur sans être grossier, doucement épicurien sans être ni matérialiste ni impie, un extrait de Silène, de Falstaff et de Rabelais avec des ailes de sylphe. Son estomac, plein de vigueur et d'initiative, lui suggérait presque toujours à l'heure du dîner des inspirations sublimes. Est-ce qu'on en est là, nous, lorsqu'on termine un dîner, nous nous mettons à discourir avec des inspirations sublimes. Quant à Anatole France, là, c'est un peu plus tard, il écrira dans le temps que la vie de Monselet aurait été celle d'un brave homme de lettres, innocent et laborieux, sybarite et coquet, digne et honnête bibliophile, qui rencontrait souvent, dira-t-il, sur des boîtes à 2 sous, en bouquinant sur les quais de la Seine. C'est assez qu'il ait aimé les livres pour que sa mémoire soit chère et douce. De toute manière, le nom qui demeurera gracieux et plaisant à la petite troupe des connaisseurs qui se réforment d'âge en âge. Il avait du courage, continue Anatole France, car il en faut pour être gai toute sa vie. La frivolité n'y suffit point. Alors on va aborder maintenant notre cher Monselet, après avoir ses considérations générales vues par toute une série d'auteurs sur le personnage et sur l'œuvre, je vais aborder le gastronome proprement dit. Dans la préface à un livre, donc il est intitulé tout simplement Gastronomie, qui date de 1874. Alors, ce terme, qui était devenu banal, il faut savoir qu'il n'existe dans la langue française que depuis 1801. Et c'est le titre d'un recueil, d'un texte de poésie sur la table, sur l'histoire de la table chez les Grecs, les Romains, les Mérovingiens, etc., jusqu'à la fin du XVIIIe, et écrit par un certain Joseph Berchoux, qui est le père de cette notion qui s'est popularisée et qui aujourd'hui est rentrée tout à fait intégralement dans la langue française. Mais avant ça, c'est un thème qui n'existe absolument, qui n'existait pas. Donc c'est dans la préface à la gastronomie, un volume qui est riche de tous ceux un des plus riches de tous ceux que Charles Monselet a consacré au boire et au manger. Il dit, en les abordant, il a obéi à une vocation incontestable. Il confesse, dès ma jeunesse, j'ai trouvé place en moi pour 2 poésies, celle de l'âme et celle des sens. Je n'ai pas voulu chasser l'une au bénéfice de l'autre. J'ai préféré travailler à leur conciliation, à leur bonne harmonie, et quelquefois j'ai pu croire, je pense, que j'y avais réussi. Bien que la cuisine et le vin soient déjà présents dans certains de ses livres précédents, dont les vignes du Seigneur, qui est un livre qui date de 1854, où Monselet exalte toute la gamme des vins de France, mais aussi écrit divers poèmes sur des sujets que la poésie classique ignore complètement. Par exemple, un poème sur le cochon, un poème sur la semoule, un autre sur l'andouillette. Par parenthèse, pour les puristes, il n'y en a qu'une, c'est celle de Troyes, évidemment. Alors que toutes les villes de France en réclament la paternité. Enfin, ici, c'est un hommage à l'andouillette de Troyes. Il dit d'ailleurs, je défonce un baril, la choucroute ou les cèpes, le point de départ officiel. Donc il a fait aussi un poème sur la semoule, un poème sur la choucroute, un poème sur les cèpes qui est très beau. Un jour, nous ferons une séance ensemble, Bruno. Nous lirons que des poèmes de Monselet sur ces aliments, et vous verrez qu'ils sont extraordinaires. En fait, le point de départ réel de cet amour pour la table, le point de départ officiel,
est un hebdomadaire que Charles Moncelet a créé en 1858 et qui s'appelle tout simplement Le Gourmet. Le Gourmet, le premier numéro date du 21 février 58 et il cessera de paraître le 1er août de la même année. Au total, il n'y aura que 24 numéros. Moncelet y prône, alors ça c'est très intéressant, Moncelet y prône une cuisine qui doit, dit-il, que coûte, se renouveler et même affronter sa révolution, il ajoute sa terreur. Pour faire connaître Le Gourmet, avec son complice, un écrivain également méconnu qui s'appelle Aurélien Scholl, il va organiser le 25 mai de la même année un banquet au Grand Hôtel du Louvre, auquel il va confier de nombreux écrivains journalistes, et dont le menu, naturellement, comme tous les menus de cette époque, est gargantuesque. Alors je vais vous livrer rien que pour vous faire saliver. On commence par le potage à la duchesse. Alors oui, au XIXe siècle, lorsqu'on préparait des menus, c'était toujours 3 ou 4 potages, 3 ou 4 entrées, 3 ou 4 entremets, 3 ou 4, et ainsi de suite. Alors ici, donc, nous avons le potage à la duchesse, et puis nous avons le potage à la Saint-Georges, le saumon à la vénitienne, le turbot en sauce tomate avec des huîtres, le filet de bœuf à la royale, le jambon à la macédoine, le nid d'hirondelle, les épigrammes, c'est-à-dire ce sont des tranches d'agneau, d'agneau au poivre, c'est-à-dire des morceaux de viande qui sont désossés, la timbale de riz, la mayonnaise de homard historique, le sorbet mousseux, le punch à la roumaine, les poulardes truffées, les bécasses bardées, la galantine de faisan. Tout ça, c'est le banquet pour le lancement de la revue. Alors, je ne sais pas si j'ai jamais vu ça chez Marginal, faire un dîner de ce type. On pourrait, si demain il y a des candidats pour lancer une revue avec moi, je suis prêt à ce qu'on fasse un menu comme ceci. Attends, et je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Il y avait entre autres, donc nous en sommes à la galantine, les truites au madère, les asperges en branche, les petits pois Victoria, je suppose que là, voilà, c'est une occurrence, un renvoi à la reine, la charlotte mousquetaire, la gelée cardinale, alors là, la cardinale, ça renvoie toujours à Talleyrand, la bombe surprise, et alors comme vin, ils avaient du madère, du clos Saint-Estèphe 1847, l'Ermitage blanc, ce qui est très rare, 1846, du château Palmer, du château Larose, du château Lafitte, du clos Hougeot, du champagne Veuve Clicquot, et pour terminer tout ça, un peu de Porto. Voilà, ça c'était le menu de lancement de la revue du Gourmet. Malgré l'échec, puisque je vous ai expliqué qu'il n'y avait eu que 24 numéros, malgré l'échec commercial de l'initiative, faute d'abonnés, c'est 9 fois sur 10, sinon 99 fois sur 100, c'est toujours le cas, c'est faute d'abonnés qu'une revue arrête de paraître, Moncelet persiste et signe, et l'année suivante, il va publier dans la jolie petite collection de Hetzel et Lévy un ouvrage qui s'intitule La cuisinière poétique, qui est un recueil de textes en vers et en prose, dû à une vingtaine de ses amis écrivains. Le sommaire, d'ailleurs, donne le tournis à Alexandre Dumas, Théophile Gautier, Théodore de Banville, Charles Assinault, Méry, Eugène Sue. Son texte, d'ailleurs, est le dernier qu'il a publié, qui a été publié, il est mort peu avant l'apparition du livre, et aussi l'auteur anglais William Thackeray, que vous connaissez tous pour les aventures de Barry Lyndon, dont la contribution débute par cette phrase « Qu'ils sont doux, ces parfums de la rue qui viennent charmer notre odorat, lorsque sous le coup de 6 heures, les vapeurs de la soupe se mêlent aux fumées du succulent roast-beef et du savoureux ragoût. » Le texte écrit plus comme ça, les chroniqueurs devraient écrire de cette façon. Le texte de Dumas constitue une courte dissertation sur le poulet rôti, qui était, j'allais dire, une des marottes, un des plats préférés de Dumas, dont il recommande la préparation sans broche, dit-il, ni broche. Dans ça, faire un poulet à la broche était une hérésie pour Alexandre Dumas. Dans son grand livre de cuisine, qu'il faut dire est un monument
il déconseille absolument d'utiliser, alors je pense qu'aujourd'hui tout le monde fait ça à la broche, pas de broche et surtout pas de brochette. Une simple ficelle suffit, dit-il. Moncey lui-même fournit, outre une préface, 2 de ses propres textes à ce recueil. Le premier en prose, qui s'appelle Lettres à Émile sur la gastronomie, le second en vers, Le dîner que je veux faire, dédié à une mademoiselle dont il ne dévoile pas le nom et que je n'ai pas réussi à identifier. Peut-être était sa femme, qui s'appelait Théobald, et qui est une Parisienne. Dîner qui se compose d'une soupe épaisse et fumante, d'un jambon de Mayence et d'une omelette charnue, si jaune qu'on pourrait la croire revenue de chefs d'horreur. Tout ça. Au début de ses lettres à Émilie, il confesse « J'ai changé de poésie, ou plutôt j'ai compris un rythme de plus. Les splendeurs de la nutrition ont désormais en moi un nouveau barde. Incomplet autrefois, mon esprit s'est agrandi en même temps que mon estomac. J'aime la vie maintenant, en raison des moyens qui la prolongent. On ne saurait d'ailleurs trop honorer notre corps, et c'est rendre hommage à l'essence divine qui le compose, que de l'entourer des soins les plus délicats. Machine merveilleuse, rien ne doit être négligé pour l'entretien de ses rouages. Un gourmet est un être agréable au ciel. C'est beau ça, un être agréable au ciel. Voilà. Si vous voulez vous porter, vous avez Dieu, vous savez ce qu'il faut faire. En 1863, Moncey remet, je dirais le couvert, excusez-moi de ce jeu de mots un peu facile, avec l'Almanach des gourmands, qui est dédié cette fois à son dieu, Alexandre Balthazar Grimaud de la Reynière, dont on ne dira jamais assez à quel point c'est un auteur important avec son fameux Almanach des gourmets. Et dans cette publication, dans cet almanach, de nouveau sont réunis une vingtaine d'écrivains de l'époque, à commencer par Dumas évidemment, du coup de Gautier, et puis toute une série d'autres, dont les concours, et toute une série d'écrivains. Et le sous-titre de cette nouvelle publication, c'est tout simplement « Le conseiller des estomacs », que je trouve également extrêmement bien vu, bien choisi, et qui va durer, lui, plusieurs années, jusqu'en 1870. Donc cette fois-ci, la collection complète, quasi introuvable d'ailleurs, s'étend sur 6 années. Cette série a considérablement contribué à la notoriété de Moncey, tout comme plus tard ses lettres gourmandes, où il note que si une science a le droit d'être éclectique, c'est à coup sûr la science gastronomique, quoique la gastronomie soit une science pleine de pièges et qui ne regardera point les sciences suffisamment honorées, et que tant qu'il se... Je dis mal à me relire là. Tant qu'il ne verra pas un cuisinier siéger à l'Institut. Donc, à ma connaissance, il n'y en a jamais eu d'ailleurs. Non, mais il n'y a pas, non, je ne crois pas. À l'Institut, à l'Académie française, encore moins. Il y a eu certains gastronomes, mais il n'y en a pas. La faim, et c'est une phrase qu'on pourrait presque attribuer à Alexandre Vialat, la faim est la plus attrayante manifestation de l'humanité, observe-t-il. L'homme qui a faim peut compter sur de longs jours et sourire à l'avenir. C'est pas mal vu, ça. Sa supériorité est immense. Heureux ceux qui ont faim, en effet, le royaume de l'espérance et de l'imagination leur appartient. Alors, aller dire ça à des gens qui crèvent de faim, c'est évidemment... Je conçois que c'est un peu facile. L'essayiste Paul Desfeuilles a toutefois raison d'écrire dans son excellent ouvrage Charles Moncey, la critique anecdotique, ses contemporains colportent quantité d'ana sur son bel appétit. Sa célébrité de gourmand ne tarda pas à nuire à sa réputation littéraire, et le gastronome éclipsa l'écrivain.
Les caricaturistes s'emparèrent de ce thème et Moncelet leur fournit avec complaisance matière à comparer sa fourchette à celle de Brillat-Savarin ou du baron Brice. Alors les caricatures, il y en a énormément, je ne vais pas vous les énumérer, j'aurais dû avoir une projection, mais je suis incapable d'utiliser ce genre de machine. Mais il y en a de très belles qui sont dues, on le voit, entre autres, le cœur traversé d'une fourchette, ou encore un gros bébé joufflu. Ça c'est très fréquent, ça. Je sais pas pourquoi, on associe beaucoup le gastronome avec les bébés et les marmots. Un gros bébé joufflu, un lange autour de la ceinture, tenant une fourchette et un couteau, entouré d'une bouteille de vin. Les symboles de la caricature pour désigner un gourmand et un gourmet sont souvent les mêmes. Alors la question est de savoir, ce qui se sont posés, il y a pas mal de chroniqueurs au XIXe siècle, la question est de savoir, est-ce que notre cher Moncelet avait un bel appétit? Divers témoignages divergent. Et un auteur qui s'appelle Châtillon-Pessy, sur lequel on n'a rien, on ne sait pas très bien qui c'est, sauf qu'il a été un chroniqueur gastronomique assez réputé à son époque, c'est un pseudonyme, que Moncelet n'était gourmand qu'en littérature, surtout lorsqu'il entreprenait des recherches sur ces fameux oubliés et dédaignés. Dans la biographie qu'il a consacrée à son fils, André Moncelet, il dit que ce qu'il aimait surtout, c'était la disposition d'esprit que des convives choisis apportent toujours au dîner ou au souper qui les réunissent. Ce qui est souvent le cas aussi dans les meilleurs repas, c'est la disposition d'esprit des convives. On est là, prêt à se dégager des soucis, des banalités, des misères de ce bas monde. On fait trêve aux amertumes, aux mécomptes, aux mauvais sentiments, qui, dans les luttes de la vie, vous obsèdent et vous énervent. Moncelet, qui était doux et bon, qui avait l'épanouissement facile, prenait grand plaisir à voir sous cet aspect ses confrères et ses camarades toute la journée. Alors pour sa part, un critique plus moderne, plus récent, prétend que, selon les recherches qu'il a effectuées, et moi je ne l'ai pas fait, il disait que le savoir il s'appelle Jean-Paul Fontaine, le savoir culinaire de Moncelet était plus mince que son savoir littéraire, et on raconte, c'est une anecdote connue, que tu connais, tu opines, on raconte qu'un jour, il fut dupe d'une mystification, que nous pourrions nous répéter un soir, nous invitons des amis, je vous invite à le faire d'ailleurs, une mystification, avec son ami l'écrivain Eugène Chavette, fils d'un célèbre restaurateur, qui lui fit manger sous des noms exotiques des plats très ordinaires et lui fit boire des piquettes baptisées de noms de grands crus, sans qu'il s'en aperçût. Quand la supercherie fut dévoilée au dessert, Moncelet déclara, les larmes aux yeux, « Pitié, ne me trahissez pas, j'ai une femme et des enfants. » Un savoir littéraire et un goût pour le XVIIIe siècle que Moncelet cultivait, selon le baudelairien Charles Pichois, avec une véritable nonchalance, faisant parfois penser, ça c'est Pichois qui parle, c'est pas moi, à Georges Lemaître, ou pire, à Émile Henriot. En 1892, l'hebdomadaire Le Livre Populaire devait publier une amusante nouvelle inédite de Charles Moncelet, un condensé de sa passion, de son obsession des choses de la table, qui s'appelle Le duel au dîner. Alors là, je vous résume l'intrigue en quelques mots. Un homme ayant offensé un autre dans le salon d'un cercle, un duel est jugé indispensable, sauf que ce dernier consiste à manger à outrance. Le duel consiste à manger à outrance, jusqu'à ce que l'un d'entre deux tombe de tout son long sous la table et ne soit plus du tout en mesure de manger et de boire quoi que ce soit. Il dîne, il redîne, il soupe, il ressoupe, et au petit matin, ils finissent par déjeuner et par redéjeuner. Les deux adversaires
conclut Charles Monselet, avait lutté pendant 18 heures. Oui, c'est un constat historique. Monselet a joué un rôle majeur dans la connaissance, la reconnaissance, la réputation et la promotion de l'art culinaire français. Pourtant, son nom n'apparaît nulle part dans un festin en paroles, un sous-titré Histoire littéraire de la sensibilité gastronomique d'Antiquité à nos jours, ouvrage célèbre de Jean-François Revel, et il n'apparaît pas davantage dans la monumentale et pourtant remarquable Histoire naturelle et morale de la nourriture de Maguelone Toussaint Sama, qui est devenu un ouvrage de référence indispensable pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'alimentation. Alors que Maguelone Toussaint Sama y évoque le nom de Sainte-Beuve, je parle abondamment, qui n'a rien écrit sur le sujet, et uniquement parce qu'en 1868, il devait provoquer un scandale dénoncé par la presse catholique de l'époque en organisant chez lui à grand tapage, rue de Montparnasse, un dîner le vendredi saint, au cours desquels il avait fait servir du foie gras à ses convives. Gustave Flaubert, il y avait du beau monde, Hippolyte Taine, Ernest Renan, le prince Napoléon. Dîner d'ailleurs qu'il donnera chaque année, le vendredi saint, provoquant ainsi l'Église, au plus grand dame d'ailleurs du critique, qui était le grand critique catholique de cette époque, qui était Louis Veuillot, qui c'était une véritable provocation, et voilà une raison pour laquelle Madeleine de Toussaint Sama a repris le nom de Sainte-Beuve dans ses livres. Alors, certaines recettes de cuisine portent le nom de Monselet, aujourd'hui, dans les ouvrages qui ont succédé à Sama. Auguste Escoffier en propose 3 dans son épais et indispensable guide culinaire, dont la première édition apparaît en 1902. Les fondants de foie gras Monselet, préparation comprenant 2 tiers de foie gras poché au madère et 1 tiers de purée de truffes et de sauce madère. L'omelette Monselet, qui est fourrée d'une cuillerée de purée de foie gras légèrement additionnée d'une demi-cuillerée de champignons et d'autant de truffes taillées en julienne. Et puis une autre qui s'appelle les pommes de terre Monselet, qui sont des recettes, je ne vais pas vous détailler la recette, qui est très amusante également. Alors, mais si je vous dis ça, c'est pour quelle raison Auguste Escoffier a associé le nom de Monselet à la truffe dans ces 3 préparations? Cet éminent tubercule, dit Monselet, non seulement délicieux au goût, mais encore qu'élève une puissance dont l'exercice est accompagné des plus doux plaisirs. Est-ce parce que la truffe a atteint sa plus grande renommée au XIXe siècle et qu'elle a été alors de tous les menus les plus raffinés, tandis que voient le jour en France les premières truffières artificielles, ainsi que diverses études savantes sur le sujet, je vous avoue que je l'ignore. Ce que je constate, c'est que là, on mangeait dans tous les livres de cuisine du XIXe siècle, la truffe est archi présente, archi abondante, donc aujourd'hui c'est devenu un mets extrêmement rare et extrêmement coûteux. Et on a l'impression qu'on mange des truffes, qu'on mange des frites ou des pommes de terre. C'est assez étonnant. Il y a des pages entières dans les ouvrages culinaires du XIXe siècle avec des préparations à la truffe. Et malgré le fait qu'il y ait des truffières, c'est devenu un aliment rare. J'ignore, et cela m'étonne, car aucun des récits de table et des poèmes des gastronomies de Monselet ne parle de truffe. Elle apparaît davantage dans le choix des recettes sérieuses et plaisantes, extraordinaires. Il a fait un choix de recettes rares dans un de ses livres, Les Lettres gourmandes, et nulle part il est question de truffe. Sauf que il envoie une lettre, sa lettre gourmande, ce sont des recettes sous forme de lettres adressées à toute une série de personnes, qui sont pour la plupart inconnues de nos jours, dont un envoyé à un certain Alcide Dussolier, et il dit que vous êtes... Alors,
C'est Monclet qui dit que vous êtes heureux, mon cher Jean, de vivre. Pourquoi Jean d'ailleurs? Pourquoi pas Alcide? Ah oui, oui, c'est ça, parce qu'il signait la lettre Jean Lamartine, voilà. C'est Alcide Dussolier, un nouveau pseudonyme, élégant, s'appelait Dussolier et signé de Lamartine en 3 mots. Ça valait mieux. Enfin, toujours est-il qu'il lui dit que vous êtes heureux, mon cher Jean, de vivre dans cette atmosphère embaumée du Périgord, au milieu des émanations enivrantes de la truffe. La truffe, mot magique, dont on a la bouche toute pleine, rien qu'à le prononcer. Précieux diamant noir des grands festins. Le diamant, ce n'est rien d'autre. Il y a encore des gens qui hésitent à le classer entre le règne végétal et le règne minéral. Il se fonde sur ce qu'un certain Licinius, gouverneur d'Espagne, mordant un jour dans une truffe, se cassa une dent contre le dernier Romain qui était enfermé. Les dieux vous préservent d'un tel accident. Alors, je voudrais bien me casser une dent avec une bonne truffe. Je ne sais pas si c'est votre... Non? Ah, bon. Pourquoi pas? Alors, sur cette envolée à tantinéérique, on s'attend à ce que Moncler en signe une recette de truffe. Au lieu de quoi, il communique à son cher Jean de la Marquis la recette des palais de bœuf en allumettes, aimable ragoût, dit-il, et celle des truites à la hussarde. Les lettres gourmandes contiennent du reste une jolie variété de recettes curieuses, abattis de dinde au navet, gelée de cornes de cerf, agneau en pascaline à la royale, déjà apprécié au temps de Louis XIV, bécasse aux huîtres, grenadin de bœuf au malaga, anguille à la boche, etc. Dans son maître livre Éloge de la cuisine française, paru en 1933, un an avant sa mort, Édouard Nignon, qui est un très grand chef, et ce livre, Histoire Éloge de la cuisine française, est un chef-d'œuvre de la littérature gastronomique, que je vous invite à l'acquérir. Il a été réédité, et donc on peut se le procurer. Édouard Nignon a donné lui aussi la recette de l'omelette Monclet. Mais celle-ci n'est pas du tout la même que celle d'Auguste Escoffier, puisqu'on n'y trouve ni la foie gras ni la truffe. Alors, cette constatation, je la fais au passage parce que j'ai remarqué aussi en étudiant tous ces ouvrages, en passant d'un à l'autre, que le même nom désigne des préparations souvent différentes les unes des autres. Donc ici, pour l'omelette Monclet, quand on dit Nignon, la recette est différente de celle qu'on trouve chez Escoffier. Il n'y a rien, il n'y a pas de règle, chaque cuisinier vient avec sa propre recette en la baptisant comme il veut. Alors je ne vais pas vous décrire comment Nignon l'a décrit. De son côté, le Larousse gastronomique, qui était rédigé par le chef cuisinier Prosper Montagnier, qui date de 1938, propose des œufs Monclet, le jambon Monclet, qu'il convient de braiser au xérès et de glacer, et il paraît aussi de la bombe glacée à la Monclet, qui est parfumée de Porto et mélangée avec de l'orange, des zestes d'orange. Et puis aussi les cailles farcies Monclet. Dans un livre plus récent qui s'appelle Le Monclet gourmand, publié en 1988, les auteurs reprennent la recette de la garniture à la Monclet, qui est tirée du Larousse gastronomique. Alors, je ne vais pas vous détailler tout cela, mais là, on apparaît surtout, dans toutes ces préparations plus récentes, apparaît surtout l'artichaut. Artichaut de Bretagne, truffe du Sud-Ouest, les deux passions de Charles Monclet, écrivent les auteurs de ce Monclet gourmand qui s'appelle, je dis passage, Florence Arzel et Maryse Opiat. Alors, sur quoi ils se fondent pour affirmer cela, je l'ignore complètement parce que, comme je l'ai dit, rien dans l'œuvre, en dehors de cette lettre adressée à ce Jean Lamartine, rien n'indique que Monclet est friand de truffes et d'artichauts. Il est d'ailleurs, ce petit point, il est habituel en cuisine, je le disais à l'instant, de désigner une recette sous le nom du personnage illustre. Richelieu, Maintenon, Montespan, Mornay, Dubarry, Sévigné, Talleyrand, et des dizaines d'autres. Il est toutefois toujours difficile de savoir pour quelles raisons, dans quelles circonstances précises et par qui le tout premier, le nom de la recette a été donné.
Et l'immense majorité des livres de cuisine ne répondent jamais à ces questions, y compris ceux des auteurs classiques les plus illustres et les plus fameux, comme Alexandre Dumas, Jules Bouffet, Auguste Escoffier, Albert, Édouard Ninon, Kurnansky. Petite anecdote, en 1925, à l'initiative du mensuel La Bonne Table et le Bon Gîte, s'est constituée une association des Amis de Moncelet, inspirée, selon les fondateurs, des œuvres et des actes de l'auteur. À cette époque, donc nous sommes dans les années 20-30 du siècle dernier, les clubs de ce type étaient à la mode. L'Association des gastronomes régionalistes, créée en 1923, l'Académie des psychologues du goût, 1924, l'Académie des gastronomes, 1929, le Cercle des gourmettes, 1929. Alors, gourmette, donc forcément, c'est le féminin de gourmet, qui est un mot qui n'a pas fait Florès, personne n'emploie aujourd'hui, mais c'est une invention de Kurnansky. Kurnansky a inventé plusieurs termes, entre autres, c'est lui qui est l'auteur d'un beau mot que moi j'adore, qui s'appelle un gastronomade, qui est donc la personne qui va d'un restaurant à l'autre, aux quatre coins de l'Hexagone, et pas chez nous, pour apprécier les plats et les commenter. Mais le cercle des gourmettes, auquel a fait partie, comme vous le devinez aisément, Colette, qui a été une des premières gourmettes, mais le mot malheureusement n'a pas. Mais c'est vrai qu'il a quelque chose qui n'est pas beau, et puis il fait penser au fameux bracelet qu'on porte. Alors il y a l'Académie de vin de France en 31, et puis le Club des 33, dont certaines personnes ici présentes, qui existe toujours, qui est un club belge, qui a été fondé en 1933, et qui au départ, mais ça je n'en suis pas sûr, et je crois que Pierre ne savait pas plus que moi, ne comprend que 33 membres. C'est possible, non? Non. Oui, voilà, Madame Akies, oui. Alors lesquels continuent de vivre ou ont vécu de nombreuses années, contrairement aux amis de Moncelet, qui ne s'est réuni qu'une seule et unique fois, le 4 mai 1928, à l'auberge de la Pomme d'Or, rue Notre-Dame de Lorette, à Paris. Alors, la copieuse bibliographie de Moncelet, que Georges Montorgueil a appelé le favori de l'opinion publique, regorge de petites perles non gastronomiques. Je vais, si vous permettez, on va jeter ensemble un clin d'œil sur cette perle, par ordre chronologique. Je vous en propose certains qui, vous verrez, sont très intéressants. Le premier s'appelle Monsieur de Cupidon, il date de 1854. Alors, je retenez bien cette date, 1854, parce que ce très curieux roman tourne autour du thème de la métempsychose et contient, vous n'allez pas me croire, un avant-propos digne de Borges. Borges avant la lettre, ainsi qu'en témoignent des phrases que je vais vous lire. Nous avons tous vécu dans le passé sous un autre nom et un autre visage. Un homme est comme un livre. Dieu le tire à plusieurs éditions. Alexandre, César, Charlemagne, Napoléon ne sont qu'un seul et même individu reproduit à des époques différentes. Un nombre limité d'âmes a été créé pour animer notre planète jusqu'à la fin des temps, en se perpétuant à travers des corps périssables. Monsieur de Cupidon est aussi un roman au sein duquel s'enchevêtrent plusieurs histoires dans l'histoire principale, et c'est pas par hasard si à la fin Moncelet dit de son livre qu'il évoque les nouvelles du Décameron. Voilà un premier titre. Un deuxième titre, Les ruines de Paris, 1857. Alors un livre également extrêmement intéressant parce que le héros de ce roman, c'est Paris, ou plutôt le vieux Paris, la ville du monde où l'on retourne le plus, dit-il, et qu'on est en train de démolir et que le baron Haussmann et son armée de méprisables piocheurs transforment de fond en comble.
un domaine que je connais assez bien, la littérature du 19e siècle, je vous avoue que les romans qui parlent de la démolition de Paris par Haussmann sont rarissimes. Et, je ne connais que celui-ci, qui est un exemple tout à fait passionnant de Paris qui est en train de disparaître. Alors l'intrigue, qui est plus ou moins policière, je dirais, est romanesque à souhait et fait songer au récit échevelé de Ponson du Terrail. Ce livre devait attirer une foule de lecteurs. En gros, c'est une chasse au trésor dont l'emplacement mentionné dans une lettre mystérieuse est justement un immeuble parisien qu'on est en train de démolir. Au chapitre 15, intitulé « Trois couverts », un des protagonistes du roman s'écrie « Cela ressemble bien à une folie, mais tu sais comme moi que l'invraisemblable est quelquefois un des caractères de la vérité. » Il va sans dire qu'on y boit et qu'on y mange beaucoup. Dans un chapitre, on peut lire « On s'assit », verbe s'asseoir. Au devant de chaque assiette, une échelle de verre offrait toutes les gammes. Ça, c'est pour Anne. De l'harmonica bachique, verre à pâte, verre de bohème pour le Xérès, verre tulipe pour le Bourgogne, verre mousseline pour le Bordeaux, coupe pour le Champagne. La lumière semblait heureuse de se briser et de rayonner sur ces cristaux. Voilà. Alors, je passe à un autre titre, alors lui est très important, qui s'appelle La lorgnette littéraire, qui date de 1857. L'ouvrage est sous-titré, alors vous allez voir que ça vaut la peine, l'ouvrage est sous-titré Dictionnaire des grands et des petits auteurs de mon temps, et constitue un des 3 volumes que Moncelet a publié chez l'éditeur de Fleurs du Mal, donc qui s'appelait Auguste, il n'a plus le nom, Auguste Poulet Malassis, et Poulet Malassis, il ne faut pas vous les plaire, tu connais. Et avec les 2 autres livres, c'est justement Les Oubliés et les Dédaignés et Les Tréteaux dont je vais parler. C'est le livre de tous les contrastes, de tous les extrêmes, de toutes les inégalités de jugement et de traitement. Plus de 90% des grands et petits auteurs dont il est question sont aujourd'hui, effectivement, des inconnus au bataillon des lettres et ne pourraient même pas revendiquer le titre si flatteur à mes yeux de petit maître. Le dénommé Gustave Druinot, présenté comme un des coryphées du romantisme, a droit à 3 pages et demie, alors qu'Alexandre Dumas n'y est pas présent. Pas plus qu'Alfred de Musset. En revanche, il y a 11 lignes sur son frère, Paul de Musset, et 5 sur un certain Adolphe Dumas, un écrivain vauclusien. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous citer un 2 vers les plus célèbres de ce Adolphe Dumas, rien que pour ça il mérite de survivre. Et Bruno, tu vas le noter pour un prochain manifestation poétique, tiré d'un calembour involontaire, absolument involontaire, tiré de ces pièces qui s'appelle Le camp des croisés. Alors écoutez bien ces vers, c'est magnifique. Je sortirai du camp, mais, quel que soit mon sort, j'aurais montré, du moins, comme un vieillard en sort. C'est pas mal quand même, ça. Un vieillard en sort. Alors, Victor Hugo, donc tout ce rien. Alors voilà, heureusement qu'il y a Moncelet pour me rappeler tout ça. Alors, Victor Hugo est escamoté en 3 lignes dans cette lorgnette littéraire qui est censée représenter toute la littérature française. Alors, le motif est magnifique. C'est un grand homme, n'en parlons plus. C'est un grand homme. Alors, Sainte-Beuve, lui, il a droit à 1 ligne et demie en latin, Rosa Mystica ora pro nobis. Mais Moncelet s'est accordé lui-même, ça peut le comprendre, je ne sais pas si nous aurions fait la même chose, Jean. Il s'est accordé lui-même 10 pages. Donc Victor Hugo, vous avez vu, toi, c'est 10 pages, et 10 pages flatteurs, mais avec une certaine justesse, il dit qu'il est arrivé de blesser certaines personnes, tantôt involontairement, volontairement dans plusieurs cas.
Parmi les absents, il y a Alfred Delvaux, naturellement. Bon, je dis pas quoi, non, je dis pas pourquoi je dis naturellement. Il y a Alfred Delvaux qui est absent, qui devait consacrer un petit poème perfide à Moncelet dans son nouveau Parnasse satirique. Le bel abbé Moncelet, je vais envoyer ce poème, c'est trop long pour m'embêter avec ça. N'empêche, malgré le jugement d'Hippolyte Babou, toujours lui, qui trouvait Moncelet trop violent dans l'éloge et injuste dans la haine, d'ailleurs, Babou y est plutôt bien traité dans ce livre. On aurait tort, je pense, de discréditer la lorgnette littéraire et son petit complément qui est apparu en 1870, où comme par miracle surgissent 4 lignes sur Gustave Flaubert. Encore une éclosion spontanée, écrit-il. Madame Bovary a fleuri dans un coup de tonnerre de publicité. Je place M. Gustave Flaubert très au-dessus de M. Feydeau, enfin, en tant qu'écrivain et moraliste. Le paradoxe veut, en effet, qu'ils constituent tous les deux aujourd'hui des ouvrages de référence d'une réelle utilité, parce qu'ils apportent des renseignements et des commentaires concernant les écrivains français du XIXe siècle qui sont tombés dans l'oubli et à propos desquels d'autres sources n'existent pas. Grâce à Moncelet et à ses bons mots, on sait que ces auteurs ont chacun participé à la vie des lettres françaises de l'époque, qu'ils y ont joué un rôle, fût-ce un rôle des plus secondaires. Ils sont tous, pour ainsi dire, les ombres au tableau, figurent en pleine lumière, les géants pléadisés aujourd'hui, inscrits en lettres de feu dans les manuels et les précis actuels de littérature. Et à défaut d'être dans le Larousse, leur nom survit par Moncelet interposé, que j'appellerais, moi, le dictionnaire des grands et des petits auteurs inconnus de son temps. Auprès des libraires, d'ailleurs, et des amateurs et des libraires de livres anciens, des chercheurs et des bibliophiles, la lorgnette littéraire est une pièce devenue un classique incontournable de recherche. Alors on arrive aux Oubliés des Déniers, qui lui est paru en 2 volumes en 1857. Dans sa préface, Moncelet définit son propos. Nous avons fait l'ordre dans l'ombre, comme d'autres font l'ombre dans la lumière. C'est pour Barbey d'Aurevilly, la critique de Barbey d'Aurevilly, qui, comme toujours, c'est du Barbey, évidemment, c'est-à-dire que c'est écrit avec du fiel et un scalpel dans la main. Les Oubliés des Déniers, c'est le bas-fond, le tréfond et le 3e dessous du XVIIIe siècle. Après cela, on ne peut plus creuser, la terre manque. On est à bout de médiocrité, d'efforts manqués, d'impuissance résignée ou de rage imbécile. Et nous espérons que la fosse infecte est vidée et qu'on n'y trouvera plus jamais rien. Moncelet a fermé l'abîme de tous, nous l'en félicitons. Il s'est fait le Saint Vincent de Paul de tous les enfants perdus du XVIIIe siècle littéraire. Enfants perdus, intelligence effacée, égarée ou isolée, qui s'appellent, alors je vous donne des noms, là, Gorgy, Torvigny, Le Morancy, Plancher-Valcourt, en 2 mots, comme un plancher, Vaculard d'Arnaud, Cubière, non pas Corbière, Cubière, le Chevalier de Mouilly, Simon Nicolas Langlais, etc. Il y en a comme ça une dizaine. Alors c'est à la fois passionnant et j'ai cherché à essayer de lire certains de ces auteurs, je vous avoue que c'est assez déconcertant. Les seuls enfants retrouvés ici et qui sont d'une certaine valeur, c'est Louis-Sébastien Mercier, le fameux auteur, l'auteur de cette utopie très célèbre qui s'appelle L'an 2440, s'il en est. Et l'autre, c'est Grimaud Larinière, qui est l'auteur du Manuel des Amphitryon, un des grands classiques de la littérature gastronomique. Alors, je ne vais pas vous lire l'éloge que fait Moncelet, mais il est tout à fait réel. Il est incontestablement le premier de nos écrivains de cuisine, dit-il. L'ère n'a guère été inaugurée en France que sous le règne de Louis XIV, où les fourneaux eurent leurs grands hommes aussi bien que les lettres. À la fin de son étude, Moncelet écrit
On comprendra donc nos sympathies pour un homme aussi complet, en même temps que pour son art, qui mérite de marcher de pair avec la littérature, la gastronomie. Toute passion raisonnée et dirigée devient une part, ou plutôt une passion. La gastronomie est susceptible de raisonnement et de direction. Qu'on y réfléchisse bien, les heures charmantes de notre vie se relient toutes par un trait d'union plus ou moins sensible à quelques souvenirs notables. C'est vrai ça. La gastronomie est la joie de toutes les situations et de tous les âges. Elle donne la beauté et l'esprit. Elle saupoudre d'étincelles d'or l'humide azur de nos prunelles. Elle imprime à nos lèvres le ton ardent du corail. Elle chasse nos cheveux en arrière. Elle fait trembler d'intelligence nos narines. Elle donne la mansuétude et la galanterie. Après la publication des Oubliés et Déniés, quand on voudra critiquer un des innombrables articles de Monselet dans la presse, alors je ne cite pas tous les journaux, mais il y en a des dizaines, et bon nombre de journaux et de périodiques, on dira volontiers de lui, jeu de mots facile, j'en conviens, mais qui est là, tantôt que Monselet a été trop oublieux, tantôt trop dédaigneux, tantôt encore oublieux et dédaigneux à la fois. Alors un autre livre que je vous cite également au passage, qui s'appelle Les Tréteaux, un livre formé d'une suite de 14 scénettes, où figure une foule d'auteurs et de personnages célèbres, au mépris, alors ça c'est très intéressant, de toute chronologie et à grand renfort d'anachronisme et de situations invraisemblables. Il définit ainsi d'une scénette à l'autre Richelieu, Rivarol, Joseph de Maistre, Charles Nodier, Alexandre Dumas père, Alexandre Dumas fils, Barbé d'Aurevilly, Théophile Gautier, Féval, enfin toute une série de personnages, et puis le diable en personne, et quelques-uns de ses suites. Gustave Flaubert apparaît dans la scénette intitulée Le vaudeville du crocodile et dialogue avec Ernest Feydeau et Théophile Gautier, qui dit avoir un vaudeville égyptien dans le ventre, qui déclare le comique est de tous les pays, le rire emprunte un même rictus au Caire et au Batignolles. Alors un autre ouvrage, Des années de gaieté, le thème du premier texte de ce livre composite, le capitaine Monistrol, est l'absinthe, qu'on appelle également l'alhuine, ou alhuine, hein, on écrit ça avec un I ou un Y, lequel capitaine Monistrol, célibataire enragé, aime étouffer des perroquets, autrement dit, battre son absinthe, un léger coup d'eau, ainsi que le recommandent les maîtres. Voilà un des termes intéressants sur lesquels j'aime bien me pencher quand j'ai vu pour la première fois battre son perroquet, battre. Je me suis demandé ce que ça signifiait. Évidemment, c'est mélanger l'absinthe tout simplement. Alors il y a je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais autour de l'absinthe, il y a tout un vocabulaire qu'on ne connaît plus, évidemment, puisque l'absinthe n'est plus du tout à la mode, même si certaines distilleries la fabriquent aujourd'hui, comme absintheur, qui est un néologisme qui figure dans le grand dictionnaire universel de Pierre Larousse. Il y a absinther, le verbe absinther, puis l'adjectif absinthéeux, le participe passé du verbe. C'est-à-dire, l'absinther, c'est mêler de l'absinthe à quelque chose de liquide. Il y a absinthier, synonyme d'absintheur, absinthine, variété très amère de l'absinthe, l'absinthique, un terme de chimie désignant un acide particulier qui est détruit dans l'absinthe, etc., etc. Tout ça figure dans cette petite nouvelle, et très, très amusant pour ça. Les suiveurs, il parle alors dans un autre texte des années de gaieté, il y a un qui s'appelle les suiveurs, qui sont, eux, des hommes qui suivent des femmes. Une spécialité érotique au développement considérable, écrit notre cher Monselet. Il y a toutefois, remarque Monselet, 3 types de suiveurs. Il y a le suiveur, l'homme qui suit sa femme ou sa maîtresse pour se convaincre d'une infidélité. Un deuxième type de suiveur, celui qui suit une fois par hasard pour voir ce que c'est, et qui ne saura plus par hasard.
Et puis, il y a le flâneur qui suit, lui, les suiveurs, en réalité, diurnes ou nocturnes, se divisent et se subdivisent eux-mêmes en une infinité de genres et de sous-genres. Chacun d'eux a son profil. Le suiveur en autobus n'est pas le même que le suiveur des chemins de fer. Le suiveur d'ouvrières se distingue du suiveur de quoi encore ici, je ne parviens pas à me lire, du suiveur de la fin des spectacles de théâtre, et ainsi de suite. Et il y a aussi le suiveur ingénieux, et ce n'est pas du tout la même chose que d'offrir, c'est intéressant ça, c'est pas du tout la même chose d'offrir à une femme un bras, une moitié de parapluie, une voiture ou un souper. Je suppose que vous en conviendrez tous, en tout cas tous les hommes ici présents en conviendront. Dans un autre texte du même esprit, qui s'appelle « Les correspondants dramatiques », montre qu'il faut bien faire la différence entre tous les types de correspondants au théâtre. Alors il y a les consciencieux, les polémistes, les familiers, les romantiques, les naïfs, les militaires. Je ne sais pas si tu as rencontré tout ça dans ton public, cher Bruno. Et grâce aux Bordelais, on découvre pourquoi les Bordelais se distinguent des Parisiens, ne serait-ce que par leur, ce que j'ignorais, par leur manière de parler. Ils se tutoient tous. C'est une chose que je n'ai pas remarqué, je suis pourtant au Bordeaux plusieurs fois. Ils aiment assez se donner entre eux des sobriquets, selon leur expression, ils appellent ça des chaffres, et dès qu'ils s'accostent, ils barrent la rue. Les années de gaieté sont aussi un recueil de pochades, il y en a 25 au total, et sont également, et peut-être davantage encore, des courtes physiologies, des notations d'une authentique physiologie soucieuse de décrire par petites touches les silhouettes souvent très variées et naturelles, des mémentos humains enrichis, comme il dit lui-même, d'une multitude de détails saisis sur le vif. C'est du Gavarni et du Daumier, comme illuminé par le verbe. Ce livre confirme parfaitement l'appréciation de Sainte-Beuve que je citais plus haut. Monselet excelle à exagérer la vérité en restant vrai. Bien dit ça. À dessiner les caricatures qui sont ressemblantes, à improviser des œuvres d'art, à se servir du verre grossissant de la comédie. Seulement, au lieu de l'employer en entier, il la casse en petits morceaux et l'applique au détail, puis les morceaux en sont bons. Une appréciation qui sera reprise presque mot pour mot en 1968 par le critique René Duménil, spécialiste de Baudelaire, lorsqu'il dit qu'il a excellé, que Monselet a excellé dans le portrait au XIXe siècle, beaucoup moins stupide que ne le prétendait Léon Daudet dans le domaine de la parodie. Il y a le Petit Paris, je ne sais pas si j'ai encore le temps, parce que j'ai encore pas mal de choses Lui, il y a beaucoup de choses encore. Je vais aller plus vite. J'ai 1h30 que je parle. Il y a un autre livre qui s'appelle Le Petit Paris, donc qui est aussi une évocation. Je faisais allusion tout à l'heure de tout ce qu'on trouve à Paris. Il y a un texte sur les bourgeois, les gendarmes, les concierges, les typographes. Le ciel me garde de les mettre en mal, les prestigitateurs, les prédicateurs, les emprunteurs, etc. Alors, je passe mon stade également laisser une dizaine de livres, de souvenirs littéraires personnels, dont tels que Statues et statuettes contemporaines, Portraits après décès, un livre que Jules Barbet d'Aurevilly a toujours lui apporté cette fois au nu, une pure et lumineuse peinture d'histoire littéraire, dira-t-il, mais la raison est simple, c'est qu'il y est honoré de façon presque excessive. Ils sont comme ça, ça n'a pas changé d'une époque à l'autre. Alors il y a des considérations sur un dîner chez la veuve Clicquot, qui est très présente dans la littérature du 19e, et des nouvelles aussi dans ses sous-littéraires. 25 ans après la mort de Sainte-Beuve, il dit le plus grand mal de Sainte-Beuve, cela accusait bien le côté bonhomme de l'amphitryon. Rester fidèle sans nul doute, et ça c'est pas mal vu. Rester fidèle parce qu'il prétexte le fait que chez Sainte-Beuve on ne mangeait toujours que la même chose, et que quand il avait été invité, c'était je crois un vol au vent, et que c'était toujours la même chose.
Et il prétend le fait que ça accusait bien le côté bonhomme de l'Amphitryon, resté fidèle sans doute à quelques sensations d'enfance. J'ai connu des gens sérieux pour lesquels le vol au vent était resté le nec plus ultra de la gastronomie. Et c'est vrai ça, qu'il dit que beaucoup de restaurants, même chez soi, ce sont les souvenirs d'enfance qui font les plats, les plats préférés. On apprend aussi au détour d'un chapitre que le marquis de Sade est un auteur insupportable, que les monstres enfantés par son imagination bourrelée n'appartiennent pas plus à la réalité que les ogres et les barbes bleues de Perrault. Que Théophile Gautier, on a tout ça dans ses ouvrages, c'est intéressant, que Théophile Gautier a revu certains passages de Mademoiselle de Maupin, considérant qu'ils étaient beaucoup trop érotiques et trop provocants, qu'Alfred de Musset, pourfend de Jeanne d'Arc, n'avait pas une once d'esprit, ou encore que l'émule français d'Andratif, le vicomte d'Arlincourt, qui est aussi un auteur très peu connu aujourd'hui, eh bien, a eu de son vivant plus de succès que Chateaubriand, et que son livre le plus célèbre, Le Solitaire, a été un gros succès d'Ibérie, a été traduit en 14 langues. Alors il y a aussi, dans le Promenade de l'homme de lettres, ce que j'aime bien, il y a un autre ouvrage qui s'appelle Le Promenade de l'homme de lettres, et à un moment donné, il est question des crimes commis dans les banlieues de Paris. Alors je vais vous les citer, parce que comme ça vous fera rêver pour cette nuit. Le meurtre de Montreuil-sous-Bois, le cadavre de Joinville-le-Pont, l'empoisonnement de Chatou, le pendu de Beson, les noyés d'Asnières, le drame de Bougival, la boucherie de Pec, l'infanticide de Maison-Lafitte, le parricide de Ville-d'Avray, l'incendiaire de Créteil, le sacrilège de Meudon, le fratricide de d'Argenteuil, le viol de Bois-Colombes, le suicide de Nogent, etc., etc. J'en cite que quelques-uns ici. Tout ça, c'est des crimes qui ont existé. Ce sont des faits divers qu'il a relevés. Il ajoute « Qu'est-ce qui me restera à présent que les assassins ont tout pris? Où m'en irai-je herboriser sans courir le risque de ramasser, au lieu d'une pervenche, le bras ou la jambe d'une femme coupée en morceaux? Est-il encore une oasis hors des fortifications où je puisse rimer un rondeau sans voir tout à coup se lever sur ma tête un merlin ou un couteau emmanché? Alors il y a un autre texte, on en parlera une autre fois peut-être. Il a rendu un très bel hommage dans un de ses livres à Gustave Flaubert. Et c'est un portrait extrêmement touchant parce qu'il indique que Flaubert était un homme de très grande humanité, d'une très grande gentillesse. On n'a pas cette image de lui très ouvert, très chaleureux, et puis surtout très humble, qui passait beaucoup de temps à travailler. Alors c'est là qu'il a cette anecdote dans ce portrait de Flaubert, où il s'étonne que Flaubert passe des heures à polir une phrase, et qui remet sans cesse sur le métier, etc. Et puis, quand il a arrêté d'écrire son œuvre de fiction, il écrit d'un seul jet, sans une seule rature, 10 lettres qui sont merveilleuses, entre autres des lettres comme Georges Sand. Il n'y a pas une seule rature. Alors c'est le paradoxe, dit-il, de Flaubert. Il passe un temps fou à se recopier, et quand il écrit une lettre, il n'y a pas une seule rature. C'est d'un jet, et c'est tout aussi beau que ce qu'il écrit. C'est fort intéressant. Alors, je vais terminer en vous disant que je ne suis pas le premier membre de l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique à vous parler, à évoquer Moncelet. Vous avez compris que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il est en somme ce que j'appelle l'archétype du petit maître, à savoir une œuvre qui est à la fois colorée, divertissante, papillonnante, expressive. Un anecdotier à la fois chaleureux, débarrassé de tout pédantisme, de tout dogmatisme, pour qui l'anecdote constitue un art. Et c'est probablement ça, je crois que c'est là qui fait sa grande originalité.
Dans son enthousiasme à évoquer Charles Monnier, donc il y a un prédécesseur à l'Académie qui était Albert Giraud, que tout le monde devrait connaître parce qu'il est l'auteur du Pierrot lunaire, qui a inspiré Arnold Schoenberg, une de ses pièces les plus célèbres, et qui a fait aussi la gloire à l'époque de Giraud. Dans ses souvenirs littéraires, au dernier chapitre, il dit qu'il a découvert Monstret lorsqu'il était jeune, à travers le journal illustré qui était l'hebdomadaire dominical français auquel était abonné sa famille, qui était à Louvain à l'époque. Je lus plus tard son œuvre délicieuse et je lui garde le culte que l'on doit à ce petit maître de la prose du vers léger, à ce délicat lettré tout parfumé de la fine odeur ambrée du XVIIIe siècle. Je crois qu'on n'a jamais écrit en français plus souple, plus flexible, plus cadencé, plus irisé. Son œuvre entière mérite de figurer dans la bibliothèque des lettrés délicats, insensibles au grossier engouement de la mode et aux fanfares ardentes de la réclame. Puis, il termine par ces phrases que j'aurais pu écrire sans changer un seul mot, et les voici. Je n'ignore pas que cet éloge des petits maîtres doit sonner faux dans le temps où nous vivons. Les petits maîtres n'ont que du talent. Aujourd'hui, tout le monde a du génie. Nos esthètes le proclament et la badauderie les croit sur parole. Laissez tomber une épingle du haut d'une des tours de Sainte-Gudule, elle tombera nécessairement sur un écrivain de génie qui passe. Le talent, au contraire, devient de plus en plus rare. Peut-être est-ce pour cette raison que les originaux de mon espèce continuent à honorer le talent. Merci beaucoup.